Bienvenue dans le débat. Un accord entre les États-Unis et l'Iran est-il en vue? Téhéran fait état en tout cas de progrès dans les négociations avec les États-Unis, mais écarte la perspective d'un accord imminent. Trump insiste sur l'importance de parvenir à un texte excellent, ou sinon pas d'accord, a-t-il publié sur son réseau social Truth Social. La situation semble s'être débloquée ce week-end, ce qui a rassuré immédiatement les marchés et fait baisser le prix du pétrole. Le Brent de la mer du Nord perdait 5% en passant sous les $100 pour la première fois depuis 2 semaines. L'Iran a parlé de frais pour des services de navigation plutôt que de péages imposés aux navires transitant par Hormuz. Téhéran réclame en échange la levée du blocus américain des ports iraniens et réclame une libération d'une partie de ses avoirs dès la première étape. Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, le chef de la diplomatie iranien et le négociateur en chef sont en ce moment à Doha, au Qatar, pour discuter du déblocage de ces fonds notamment. Trump a depuis d'ailleurs exigé que des pays comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar signent les accords d'Abraham dans le cadre d'un potentiel accord de paix avec l'Iran. Dans le cadre des tractations en coulisses, la Chine aussi a reçu le Premier ministre pakistanais à Pékin. Alors que contiendrait un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran et pourquoi les deux pays seraient-ils finalement prêts à le signer? Quel impact sur le détroit d'Ormuz et sur la question du nucléaire iranien? Quelle est la position d'Israël et des autres pays de la région? Quel impact même sur Trump à quelques mois des élections de mi-mandat? On va poser ces questions à mes invités. Patricia Alémonière est avec nous ce soir. Bonsoir Patricia, un grand reporter spécialiste des questions internationales, autrice de Géopolitique du Sahel. C'est au PUF Géopolitique, le voilà qui s'affiche. Bienvenue donc. En face de vous, Philippe Chalmin, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, président de la société d'études Cyclope, le rapport Cyclope sur les marchés mondiaux qui sort la semaine prochaine, le rapport 2026. Et puis on va montrer votre livre, Philippe Chalmin, Journal de la dissolution, c'est aux éditions Economica. Bienvenue à vous. David Rigoulet-Rose est avec nous ce soir. Bonsoir, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On va montrer également la dernière revue, Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition aux éditions de l'Harmattan. Et puis Sorour Kasmaï est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière, éditrice franco-iranienne, directrice de la collection Horizon Persan. Et on va montrer également le livre Ennemi de Dieu. C'est aux éditions Robert Laffont. Avant de démarrer cette discussion sur un accord, oui ou non, en vue entre les États-Unis et l'Iran, je vous propose de faire un retour en images avec Ludovic Defoucauld. Les discussions entre Washington et Téhéran progressent, mais il reste encore du chemin, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il est exact d'affirmer que nous sommes parvenus à un accord sur une grande partie des points abordés. Toutefois, personne ne peut prétendre qu'un accord est sur le point d'être signé. L'Iran négocie en effet en vue de mettre fin au conflit, mais assure ne pas discuter de la question qui fâche, son programme nucléaire. Dans son dernier message, le président américain montre, lui, qu'il n'est pas pressé de sceller un accord. L'accord avec l'Iran sera soit un accord majeur et significatif, soit il n'y aura pas d'accord. Près de 7 semaines après l'annonce d'une trêve, des divergences demeurent à propos du programme nucléaire de la République islamique, de l'offensive israélienne au Liban contre le Hezbollah ou encore des demandes iraniennes de dégel de milliards de dollars d'avoirs. C'est sur la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, principal levier de négociation de Téhéran, que les discussions avancent. La fermeture de cette artère vitale pour le commerce mondial a provoqué un choc énergétique qui a fait bondir le prix du carburant, y compris aux États-Unis, ce qui pèse sur la popularité du président américain avant les élections de mi-mandat au Congrès en novembre prochain. Téhéran nie exiger le paiement d'un péage, mais reconnaît percevoir des droits en échange de services de navigation ainsi que des mesures de protection de l'environnement. La nuance semble surtout sémantique. David Rigoulet-Rose, sur quoi se sont-ils mis d'accord ? On ne le sait pas. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses ont fuité, mais il faut se méfier des fuites, justement, parce que ça participe aussi d'une stratégie de communication de part et d'autre. Dernière fuite en date, que le détroit d'Ormuz pourrait ouvrir 30 jours après un accord avec les États-Unis. Fuite d'origine japonaise. Ce qui est sûr, c'est que c'est un des points centraux. Hormuz. Hormuz, oui. Parce qu'effectivement, la congestion est telle qu'on ne peut pas se permettre de continuer comme ça.
Et les Iraniens en jouent. Donc, on parle d'accord, mais en fait, c'est pas un accord de toute façon. C'est un protocole d'accord, un Memorandum of Understanding, comme on dit dans les affaires. Donc, de toute façon, c'est pour fixer des grands paramètres. C'est pas un accord en tant que tel. Et même ce protocole, il n'est pas finalisé. Cite le porte-parole Bakeï iranien. Donc, mais ça avance depuis ce week-end. En tout cas, on a l'impression que ça avance. Parce que les deux parties veulent. Les négociations sont sérieuses. C'est-à-dire que c'est soutenu, sérieux, mais les lignes rouges sont solides. Donc c'est très très difficile d'avancer. Et les deux points qui sont des points de blocage, c'est à la fois sur le séquençage, puisqu'il y a la question du dégel d'un certain nombre de fonds, etc. De fonds iraniens, des avoirs iraniens. Oui, on y reviendra, puisque vous l'avez évoqué, avec le Qatar notamment. Mais les deux points, c'est effectivement les modalités de la réouverture d'Ormuz, à quelles conditions, puisqu'on voit qu'il y a une forme de casuistique chez les Iraniens, en disant non, c'est pas un prélèvement, c'est une offre de service. Et puis, la question centrale, évidemment, en arrière-plan, c'est le nucléaire. Et on pourra y revenir probablement. Nucléaire qui, a priori, serait repoussé à des négociations ultérieures. De séquençage. Vous êtes d'accord, Souheir Kasmaï? En fait, que souhaitent les Iraniens? Quelle est leur priorité? C'est d'abord réouverture du détroit d'Ormuz en échange de la levée des sanctions, de la levée du fait qu'il n'ait plus accès à leurs avoirs. Ça serait ça, financier d'abord? Ce qui est la priorité absolue des Iraniens, ce sont les mesures économiques. La levée des sanctions, le dégel des avoirs iraniens, les dédommagements pour les dégâts de la guerre, etc. Et puis une garantie que la guerre ne reprendrait pas de sitôt, aussi bien en Iran qu'au Liban. Et je suis d'accord, il ne s'agit pas d'un accord, c'est un accord cadre, c'est un cadre d'accord sur lequel on est en train de discuter et chacun va de sa version. Les Iraniens, c'est-à-dire le régime iranien, au fait, parle de ses priorités et Trump, de l'autre côté, met en avant aussi ses propres priorités. Il y a un terrain d'entente tout de même depuis Apparemment, ce week-end. oui, parce qu'il y a une intense activité diplomatique tous azimuts entre Téhéran, Islamabad, Doha et même Pékin, parce que vous l'avez évoqué, il y a les Pakistanais qui sont à Pékin. Donc tout le monde est en train de discuter. Mais je pense que les Iraniens, dans un premier temps, ne veulent pas entendre parler du nucléaire, ni de l'uranium enrichi, ni du dossier nucléaire. D'abord, ils veulent se concentrer sur le détroit d'Ormuz. Mais aussi, ce qui est très très important, et pour eux c'est la priorité absolue, ce sont ces mesures économiques. Ces avoirs, en fait, qui sont entre 10 milliards, ça va de 10 milliards à 20 milliards Alors, il y a de plus, dollars. Ça va jusqu'à 100 milliards. Jusqu'à 100 milliards Mais là, de dollars. on parle des 12 milliards qui avaient été libérés en 2023 lors de l'échange de prisonniers ou d'otages franco-américains en Iran qui étaient mis en prison. Et la libération des Iraniens en prison aux États-Unis, on avait donc transféré 12 milliards des avoirs iraniens de la Corée du Sud au Qatar. Et là, l'Iran exige absolument le dégel donc de ces 12 milliards dans un premier temps. Mais sinon, il part de 100 milliards en tout. D'où d'ailleurs des négociations au Qatar. Mais on va y revenir. Avant cela, Patricia Lémonière, Trump finalement, que veut-il? On a l'impression qu'il veut une désescalade. Finalement, dans le fond, c'est ce qu'il souhaite, une désescalade, malgré cette surenchère rhétorique suivie de l'inverse. Je crois que ce qui s'est passé durant le week-end et depuis la fin de la semaine dernière montre bien que les deux protagonistes du conflit, Iran et États-Unis, ont une envie et un besoin d'une conclusion quelconque, en tout cas d'un cadre large, effectivement, pour après engager les discussions qui vont s'étaler essentiellement sur des années, si on peut en croire les précédentes discussions qui avaient eu lieu pour le JCPOA. Mais les deux protagonistes sont en même temps soumis à des pressions totalement contradictoires. Donald Trump, lui, effectivement, il veut en finir, il veut avoir son accord, mais il y a les durs au sein des Républicains qui, eux, veulent à tout prix que le nucléaire figure dans cet accord, avec parmi les durs républicains, j'ajouterais Benjamin Netanyahou qui fait partie du clan des faucons. Et puis il y a les faucons républicains. Voilà, les faucons républicains. Et puis il y a aussi les pays du Golfe, autre pression très forte sur le président Trump, qui eux veulent en finir parce que c'est toute leur économie qui est en jeu. Ça, c'est pour cette double pression au sein du président Trump, qui donc en rajoute dans ses conditions avec les accords d'Abraham. Et les Iraniens sont aussi soumis
pays à une double pression. Et c'est très étonnant, parce que cette double pression recoupe le clivage qui existe entre les militaires, on peut appeler les passe-d'Aran comme on veut, les durs, les faucons, etc., et les plus pragmatiques qui gèrent l'économie du pays. L'économie du pays est exsangue, ils ont besoin d'argent, eux poussent. D'ailleurs, il y a eu une intervention durant ce week-end du ministre de la Santé iranienne au Parlement qui a exigé qu'on fasse quelque chose parce que les gens ne pouvaient plus avoir accès aux médicaments. Il a dit qu'il faudrait mettre un mécanisme en fait pour payer le surplus de médicaments pour que les gens puissent les offrir. Donc l'Iran a cette pression venant d'un côté du pouvoir, et puis il y a les autres qui ne veulent pas lâcher, et en particulier qui ne veulent pas lâcher sur la question du nucléaire. Et voilà, et Philippe Chalmin, c'est Hormuz, bien sûr, pour l'économiste que vous êtes, qui est au centre, on a bien vu, de ces discussions, puisque tout le monde, finalement, souhaite tout de même que la circulation reprenne à Hormuz. On a vu d'ailleurs qu'à partir du moment où ça a semblé se débloquer ce week-end, le Brent de la mer du Nord perdait 5%, et donc il est repassé sous la barre des $100, et ça, c'est pour la première fois depuis 2 semaines. Mais l'Iran parle quand même de services de navigation plutôt que de taxes, enfin de péages. Peut-être qu'il n'y aura plus une véritable libre circulation à Hormuz, mais une certaine libre circulation tout de même. Hormuz ne sera jamais plus comme cela a été. Ça, il faut quand même... C'est ça, véritablement, ce que Donald Trump a gagné, entre guillemets. Avant, Hormuz était un détroit que tout le monde franchissait et qui ne devait pas poser quand même trop de problèmes de navigation. Il ne me semble même pas qu'on avait besoin de pilotes à l'époque. Aujourd'hui, Hormuz devient un lieu de contrôle. Alors, il y aura peut-être une taxe qui sera payée. Je vais vous dire, $1 le baril, c'est pas grave, étant donné quand même les fluctuations du prix du pétrole auxquelles on a assisté. Mais c'est surtout qu'il pourra toujours y avoir de la part de l'Iran un contrôle des navires qui vont passer. Et donc, on sent bien que cette totale liberté qui était celle d'Hormuz, comme c'est celle de Malacca, comme c'est celle du Pas-de-Calais, etc. Tous ces détroits qui sont essentiels et qui sont en libre circulation, Hormuz n'y sera plus. Alors ensuite, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que d'un côté comme d'un l'autre, il commence à tirer la langue. Trump, il a quand même des midterms dans pas longtemps. Le prix de l'essence, nous sommes au moment où les Américains vont repartir on the road again avec leur grosse américaine, leur voiture bien entendu. Eh bien, vous vous rendez compte que la gasoline, l'essence, est à $4,55 en moyenne, là où Trump avait été élu sur la promesse de $2, imaginez. Et du côté des Iraniens, les Iraniens, pendant toute la première partie de la guerre, ils continuaient à exporter leur pétrole essentiellement vers la Chine. Ils exportaient à peu près 1,5 million de barils jour. Actuellement, avec le blocus américain, ils sont tombés à 500 000 barils jour. Donc eux aussi, ils tirent la langue. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique de la région. Il me semble que Trump, il faut qu'il arrive à sortir du bourbier iranien. Il faut qu'il arrive à sortir en disant qu'il n'en a pas trop lâché. Et quelque part, les Iraniens, il faut aussi qu'ils arrivent à réouvrir Hormuz sans perdre la face. Et il y a un dernier petit point important, vous l'avez mentionné, c'est quand même le retour de la Chine. L'année dernière, avec la délégation au mois de juin-juillet, souvenez-vous, la guerre des 12 jours, lorsque les États-Unis avaient frappé les installés avec leurs gros bombardiers, les énormes bombes, on avait tous craint à ce moment-là que l'Iran allait bloquer Hormuz. L'Iran n'avait pas bloqué Hormuz et on en avait donné le crédit à la Chine au point que Trump avait même remercié Xi Jinping. Là, la Chine re-rentre dans le jeu et vous avez remarqué que Trump vient de faire une pause dans la fourniture des 13 milliards de dollars de vente d'armes à Taïwan. Ceci... Voilà, la géopolitique mondiale, c'est un extraordinaire jeu de billard dont vous avez souvent du mal à mesurer toutes les bandes. David de Rigoleros, géopolitique avec des négociations en plus, je le disais, qui ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar, avec cette délégation, très forte délégation iranienne. Donc le Qatar joue un rôle dans ces négociations sur ces fameux avoirs iraniens.
ces fameux 11 milliards, et puis également sur le détroit d'Ormuz. C'est pas un hasard si le gouvernement, la banque centrale iranienne est en déplacement à Doha. Donc, parallèlement d'ailleurs à Khalibaf et à... Khalibaf, le président du Parlement. Effectivement. Et le directeur de la Banque centrale, c'est Abdel Nasser Emati, qui a fait le déplacement. Qui a fait le déplacement. Donc c'est pour discuter de ça, évidemment. Mais c'est un peu une première, non? Grosse délégation iranienne au Qatar. On sent qu'il se passe des choses et c'est un point central, l'histoire du dégel, effectivement, parce qu'il faut rappeler quand même que ces fonds qui avaient été transférés de Corée du Nord et Corée du Sud. Pardon. Corée du Sud, oui. De Corée du Sud jusqu'à Doha. Donc Doha était récipiendaire de ces fonds et devait les dégeler. Et en fait, c'est pas Donald Trump, c'est Biden qui les avait bloqués après le 7 octobre. Oui. Et donc la question restait en suspens. Et là, évidemment, elle redevient d'une actualité brûlante parce que les Iraniens ont un besoin criant de liquidité. Et c'est une demande récurrente, ce dégel. Donc ça sera évidemment un levier relativement efficace en fonction du déroulé des négociations. Mais sur le fond, de toute façon, on retrouvera le problème central, c'est le nucléaire. Oui, mais alors, une question simplement. Les Qataris, ils ont reçu, avec les Émiratis, les Qataris, ils ont reçu près de 800 attaques de drones et de missiles. Oui, surtout les Émirats. Les Émiratis, non, mais le Qatar aussi s'en est ramassé pas mal. Oui. Et notamment, les stations de liquéfaction de Ras Laffan ont été touchées. Il y en a pour 3 à 4 ans. Il ne doit pas y avoir un grand amour à l'heure actuelle restant entre les Qataris et les Iraniens. Justement, dans les négociations apparemment entre les Qataris et les Iraniens sur l'histoire de ces avoirs bloqués donc au Qatar, les Qataris auraient demandé un pourcentage supplémentaire d'exploitation de ce gaz donc de voilà. Et donc on discute aussi également de ça. Pour se dédommager aussi. Pour une sorte de récompense. Il faut expliquer que le gisement de gaz du Qatar est partagé. Quand vous regardez la carte, il est partagé avec l'Iran. L'Iran, un tiers, 2 tiers. Donc ça rentre dans les négociations. Un tiers pour l'Iran, 2 tiers pour le Qatar. Sur la question justement du nucléaire, Patricia Lémonière, donc évidemment très importante pour les Américains, on n'en parle même pas pour Benyamin Netanyahou, on va y revenir. On va écouter tout de même avant cela Marco Rubio qui a réagi la nuit dernière. On pensait avoir des nouvelles hier soir, peut-être aujourd'hui. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Cela prend un peu de temps pour avoir un retour. Nous avons ce que je considère quelque chose d'assez solide sur la table en ce qui concerne leur capacité à rouvrir le détroit, à en assurer l'accès, à s'engager dans une négociation nucléaire très réelle, significative et limitée dans le temps. Et nous espérons pouvoir y parvenir. Patricia Lémonière, elle serait donc plutôt reportée, ces négociations, après justement la mise en place d'un protocole d'accord sur Hormuz et éventuellement sur les avoirs gelés iraniens. Alors c'est tout un paradoxe, parce que je pense là où les Iraniens peuvent faire le plus de gestes, paradoxalement, c'est sur le nucléaire. Et donc c'est reporté en même temps. Alors reporté entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a bien vu par exemple comme gage de bonne volonté, le président iranien qui, ce week-end, ce dimanche, a déclaré que jamais l'Iran n'aurait la bombe, ce qu'il ne cesse de répéter, mais néanmoins, dans le contexte actuel de négociation, cette prise de parole du président Pezeshkian ne venait pas comme ça, n'arrivait pas de n'importe quoi. Ils sont prêts à faire des concessions sur le nucléaire. Moi, je pense... de toute façon, souvenez-vous, toutes les négociations qui ont lieu sur cette question-là, avant les 2 guerres, il y avait des négociations. Chaque fois, les Iraniens, et d'ailleurs ce qui avait mis en fureur l'émir du Qatar, du Oman, excusez-moi, ce qui avait mis en fureur Oman, c'est que Oman avait dit, à la veille de la guerre, on est prêt à un deal. Les Iraniens acceptent de diluer la fameuse partie de cet uranium de 430 kilos, c'est 440, à 10 kilos. On est prêt à le diluer. Et pour l'exportation, bon, on va voir. Là encore, d'après plusieurs fuites, ils ont laissé entendre qu'ils pourraient peut-être laisser sortir vers un autre pays. Alors ça peut être la Chine, par exemple, dont on parlait, mais ça peut être aussi le Pakistan, puissance nucléaire. C'est-à-dire qu'ils pourraient envoyer les 440 kilos d'uranium enrichi au Pakistan ou en Chine.
on a parlé de la Russie. Mais non, la Russie, on en a beaucoup parlé parce que la Russie s'est proposée, mais la Russie s'était déjà proposée parce que durant le JCPOA, c'est elle qui avait pris effectivement qui avait pris de l'uranium enrichi. Mais là, apparemment, ça ne sera pas elle parce que les Américains ne sont pas très favorables à cette option. Mais la seule chose qui est intéressante dans ce que je dis, si j'en finis par là, c'est que cette question, on est tous... Trump, il est focalisé sur l'uranium parce que il a sa base et il a Netanyahou et il a tout ça. Donc pour lui, il a dit « j'ai fait cette guerre à cause de l'uranium ». Donc il veut quelque chose dans ce fameux protocole. Mais c'est un paradoxe parce que c'est là où les Iraniens sont prêts à faire le plus de gestes. Et la grosse question pour les Iraniens, je pense, c'est le détroit d'Ormuz, c'est les dégels des avoirs et la levée des sanctions et surtout les garanties que les États-Unis ne reprendront pas la guerre. Juste un mot. D'après Axios, les Américains seraient d'accord que pendant la négociation, après la signature de l'accord, donc du protocole d'accord, pendant la négociation qui commencerait entre 30 jours et voire 60 jours, l'Iran serait autorisé de vendre son pétrole. Oui. Donc ça, c'est un point très très important sur lequel le régime islamique... Ça montre bien que c'est l'économie. C'est l'économie qui les... Absolument, c'est ça leur... ça ne change rien, puisque de toute façon, l'Iran, il vendait son pétrole à la Chine. L'Iran, il n'a pas une énorme capacité d'exportation. Mais ça veut dire lever du blocus américain. Oui, ça veut dire lever des sanctions surtout. Ça veut dire lever des sanctions sur le pétrole. C'est ça que ça signifie. C'est ça qui est relativement récent, finalement. C'est surtout le blocus. Parce qu'à la limite, les sanctions... Les Chinois, ils n'ont rien à faire. Si on lève les sanctions, on lève le blocus, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et puis pour le blocus, les Iraniens disent d'abord les Américains, ils n'ont qu'à lever leur blocus, et les Américains disent non, c'est aux Iraniens d'enlever leur blocus. David Rigolero, sur cette question nucléaire, c'est jusqu'à un certain point qu'ils sont prêts à négocier tout de même les Iraniens, parce que pas question de ne plus avoir droit à enrichir de l'uranium, par exemple. Ça, c'est la ligne rouge. Oui, mais alors il y a plusieurs lignes rouges en fait pour les Iraniens. C'est ça. Oui. Déjà, vous dites pas la Russie, ce sera pas la Russie qui va recevoir les 440 kilos. Là, ce qui effectivement aurait été évoqué, c'est effectivement les Chinois, puisque d'abord, on a dit qu'il ne s'était rien passé lors du voyage de Trump à Pékin. Je ne dirais pas ça. Il s'est passé des choses. Sur l'Iran en particulier, je veux dire, sur le dossier iranien. Il s'est passé des choses. Il y a eu une discussion assez approfondie entre les deux dirigeants. Ça n'a pas été rendu public, ça n'a pas transpiré, mais il s'est passé des choses. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, d'ajustements qui ne sont pas forcement étrangers à une pression chinoise. Qui sont allés dans quel sens dans le sens notamment d'un assouplissement sur le blocus iranien, en l'occurrence, etc., pour essayer de temporiser, parce que ça ne satisfait pas non plus les Chinois, cette affaire. Ça obère quand même l'expansion économique au niveau maritime mondial. Mais sur le nucléaire, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y aura probablement, s'il y a un accord, les Iraniens accepteront la sortie, parce que les Américains ne voudront pas une dilution in situ. Ça, c'est pas possible. Donc, une exportation des 440 kilos. Mais le problème, c'est que c'est peut-être en Chine ou au Pakistan, vous diriez aussi. Plutôt en Chine. Plutôt en D'ailleurs, Chine. il l'avait évoqué explicitement. C'est nouveau, hein. Non, il avait dit peut être ce genre de choses, ça peut être fait par nous, par les Russes ou les Chinois. Voilà. Donc voilà. En revanche, c'est pas que les 440 kilos. En réalité, il y a 9 tonnes d'uranium enrichi. Et c'est ça le problème. Et puis, au-delà de ces 9 tonnes, qui vont être une question de fond, c'est le programme lui-même. Enrichi de 5 à 20. De 5 à 20. 5 à 20. Voilà. Mais 9 important, tonnes, c'est beaucoup. Oui. Et puis, il y a le programme kilos. et les sites. Parce que des sites ont été bombardés, mais on n'a pas de visuel. L'AIEA n'a pas fait un bilan. Il y a des sites qui n'ont jamais été bombardés parce qu'ils ne pouvaient pas, comme le site de la Pioche. Il est à plus de 150 mètres. Et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas. Et là, évidemment, c'est un enjeu crucial parce que c'est la supervision du programme, pas le stock en lui-même, à long terme. Et de toute façon, cette question aurait été posée, même si Trump n'avait pas fait l'erreur de sortir en 2018, ce qui était une erreur stratégique. La question du programme, la supervision, aurait été posée en 2015. C'est arrivé à échéance. Et c'est pas un hasard si les Européens ont rétabli, via le snapback, les sanctions internationales, juste avant la fin du 2025. Pardon, 2025, de 2015 à 2025. Plus 5 ans. Une remarque de ce point de vue-là, il y a eu dans le New York Times il y a quelques jours un excellent papier d'une des démocrates qui avait négocié l'accord
à l'époque sous Obama, qui disaient que ça s'était passé à Genève, que ça leur avait pris plusieurs mois. C'est Wendy Sherman Comment ? C'est pas Wendy Sherman? Ah, je n'ai plus son nom en tête, mais elle disait surtout 17 que c'était une discussion extraordinairement technique, oui. que d'un côté comme de l'autre, il y avait 50 à 60 experts, etc. Et donc elle rigolait lorsqu'elle voyait Kushner et Whitcorp et Vance à Islamabad. Ce n'est pas en 2 jours. C'est ce qu'a dit Marco Rubio, c'est pas en 72 heures qu'on va régler le problème. Et Voilà. il y a Jacques Audibert, le négociateur français, qui raconte aussi son expérience justement dans ce dossier, et qui c'est très intéressant aussi comme expérience. Sur le nucléaire. Alors Israël a été écarté des négociations, Patricia Lémonière. Le paradoxe, c'est que finalement, on n'a jamais vu une coopération militaire aussi forte entre les États-Unis et Israël dans une guerre. En revanche, on peut dire que sur la partie diplomatique, Netanyahou n'est pas présent, essaie effectivement de dire que lui veut continuer la guerre. Mais il y a un paradoxe là. Oui, alors effectivement, sur un plan militaire, il y a une imbrication complète effectivement des deux armées, en particulier l'état-major israélien, enfin il y a une partie, était au CENTCOM, vous savez, le centre de commandement de toute la région, et était totalement imbriqué. Il n'y avait pas que, puisque d'autres éléments du Golfe étaient présents. Mais là, voilà. Mais durant toutes ces attaques, il y a eu des problèmes, même sur un plan militaire, parce que quand, par exemple, à Téhéran, le site où l'on conservait le pétrole, vous savez, a explosé et été bombardé par les Israéliens, qui a fait toutes ces fumées noires sur Téhéran, eh bien, l'aval, Trump avait dit oui, enfin, parce que tout est avalisé, mais bon, il y a eu quelques erreurs, et il y a eu l'autre erreur, c'était aussi sur Astafan, parce qu'apparemment, c'était pas aussi, voilà. Le Bon, site gazier iranien, excusez-moi, par Astafan. Oui. C'est la réponse, Rastafan. Donc, malgré cette imbrication, il y a eu des difficultés quand même sur un plan opérationnel, un petit peu. Mais c'est surtout sur le plan politique aujourd'hui que le problème se passe, et en particulier ces derniers temps, puisque la presse américaine s'est fait état, effectivement, elle aussi, de distance par rapport aux négociations, comme quoi le Premier ministre israélien aurait été mis de côté ou pas informé. Il y a eu 3 appels téléphoniques entre les deux ces dernières semaines. Certains se sont mal passés. Et donc, en fait, Benjamin Netanyahou a été mis, toujours selon la presse américaine, je prends des gants, devant le fait accompli. Et la presse israélienne se fait l'écho de ça, hein, de ces interrogations. À ça, je mettrais quand même un bémol, parce que la relation entre Jared Kushner et Benjamin Netanyahou est très ancienne. Les deux sont parfaitement liés, et Jared Kushner, selon moi, il est quand même très lié à Donald Trump. Donc il y a quand même une imbrication presque familiale, je dirais, même si Donald Trump n'a pas toujours aimé le côté jusqu'au boutiste du Premier ministre israélien. Donc on dirait, pour conclure, en ce moment, il y a un peu d'eau dans le gaz. Il y a un peu dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, et c'est sur quoi ? Sur la question nucléaire, parce que Benjamin Netanyahou s'est construit et a construit tout son projet politique et toute sa carrière sur cette opposition et cet antagonisme à l'Iran des mollahs. David Rigouleros, donc pas de négociation sur le nucléaire, c'est ça que dit Israël. Ah bah oui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne fait pas partie des négociations. Il y a un deuxième reproche, c'est que dans le protocole d'accord qui est envisagé, semble-t-il, il n'y a pas le volet missile. Oui, alors, le volet missile balistique. Oui, mais proxy, mais d'abord le volet missile. Ouais. Et pour les Israéliens, c'est un problème majeur. Parce qu'ils considèrent que c'est juste après le nucléaire, effectivement, c'est une question qui ne peut pas être mise de côté. Donc ça ne vous a pas étonné que Netanyahou ne fasse pas partie de ces négociations? Parce que c'est vrai que c'est sorti dans le New York Times il y a quelques jours, disant qu'il n'était vraiment pas dans les négociations. Non, il a été tenu à l'écart, oui, effectivement. Mais il est obligé de faire avec. Il suffit de reprendre la formule de Donald Trump, il fera ce que je déciderai. Voilà. Oui, qui est une réponse au fait aux critiques qu'on faisait à Trump, de soumission. La volonté absolue. Le fait que Netanyahou lui aurait forcé la main pour déclencher cette guerre. Et qui lui a vendu cette guerre comme étant quelque chose de rapide. Il y a eu les superbes articles de New York Times qui racontent la manière dont Trump prend sa décision. Alors, je ne sais pas qui était la gorge chaude. C'était probablement Rubio, d'ailleurs, parce qu'il a toujours été quand même un peu opposé. Alors, si je me permets quand même, il me semble que Netanyahou a un autre agenda, qui est celui de... Alors, lui aussi a des élections, et il a le Liban, quand même. Il a le Liban et il a la Cisjordanie, en plus.
Donc, Et le Liban, il continue au Liban. Là, pour il le coup, continue au Liban. alors que il a la l'Iran demande à Cisjordanie. intégrer le Liban dans les accords. Et il a quand même un tout petit problème, c'est que, y compris dans la communauté juive américaine, l'image d'Israël se détériore considérablement. L'image de Ben Gvir avec la flottille sur Gaza, c'est dramatique pour eux, ça. Et Donald Trump qui exige donc maintenant, et ça on l'a appris il y a quelques instants, que l'Arabie Saoudite et le Qatar doivent signer les accords d'Abraham. Ça c'est l'une des toutes dernières déclarations de Donald Trump dans le cadre d'un accord avec l'Iran. On le voit, hein, c'est un message sur Truth Social, un long message, et il dit bien: j'ai déclaré qu'après tous les efforts déployés par les États-Unis pour tenter de résoudre le problème, il serait impératif que tous ces pays, au minimum, simultanément, signent les accords d'Abraham. Patricia Lémonière, alors c'est intéressant parce qu'il met tous les pays musulmans un peu dans le même... dans le même bateau, si je puis dire. Alors il a même dit un jour peut-être l'Iran. Un jour peut-être, voilà. Y compris l'Iran qui pourrait signer ces accords d'Abraham, donc des accords avec Israël, des accords qui ont été signés par les Émirats arabes unis, qui ont été signés par le Maroc, par Bahreïn, me semble-t-il, mais le Soudan, mais absolument pas par l'Arabie saoudite. Oui, mais pas par l'Arabie Saoudite, qui est visée directement par cette réaction de Donald Trump, l'Arabie Saoudite et le Qatar, justement. Alors, et Koweït. Donc, c'est une façon de faire pression sur eux, cette déclaration de Donald Trump, ou pas? Alors, c'est une façon aussi de faire plaisir à Netanyahou, là, pour... Oui, enfin, c'est un peu tout ça, ce que vous dites. Hein. C'est faire pression sur eux, faire pression et faire plaisir à Netanyahou. Mais enfin, ces accords d'Abraham, aujourd'hui, ils sont caducs. Donc, on est dans une pression pour que les États du Golfe arrêtent la pression sur lui, pratiquement sur Trump, pour lui dire... voilà, et donc lui renvoie la pression. Enfin, je veux dire, on est quand même dans beaucoup de théâtralité et de verbe. Et là, je pense que ça fait partie de la théâtralité, parce que je ne vois pas en l'état l'Arabie Saoudite, qui a quand même une population, et une population qui compte, à l'inverse des Émirats, suivre la politique qu'ont suivi les Émirats. Mais je peux me tromper. Philippe Chalmin, on a l'impression que Donald Trump, finalement, réduit tout ça à une sorte d'accord économique. Vous passez tous des accords d'Abraham avec Israël, y compris l'Iran, pour finalement que tout le monde puisse commercer, que Détroit d'Ormuz soit libéré. C'est un peu ça, la vision. De ce point de vue-là... il est quand même assez cohérent. Donald Trump n'est pas le primate borné qu'on a tendance à caricaturer un peu en Europe. Il a une certaine cohérence. C'est vrai que, souvenez-vous, avant le 7 octobre, l'Arabie Saoudite était presque prête à signer les accords d'Abraham. Et c'est vrai que les accords d'Abraham, c'est quand même la seule manière de sortir... Comment ? C'est la seule réussite de Trump. Oui, et s'ils étaient généralisés, y compris à l'Iran, ça enlèverait au fond à Netanyahou toute sa logique. Ça voudrait dire que la logique économique prime sur toutes les autres. Il n'y a pas que la logique économique. Dans les accords d'Abraham, il y a la reconnaissance de facto de l'État d'Israël. Ensuite, il y a la dimension économique. Mais au départ, c'est quand même reconnaître l'État d'Israël, entretenir avec lui des relations économiques, des relations diplomatiques, etc. Si le Maroc a signé les accords d'Abraham, on sait très bien que c'est en échange de la reconnaissance par les États-Unis du contrôle du Sahara occidental. Bon, donc il y a toujours du donnant-donnant. Là, est-ce que l'Arabie Saoudite... et c'est vrai que si elle signait les accords d'Abraham, ou du moins si ça faisait partie de la négociation globale, ça pourrait avoir quelque sens. Oui, mais avec le régime actuel, il peut toujours rêver que la République islamique reconnaisse l'Iran d'Israël, qui veut d'ailleurs rayer de la surface de la carte. Absolument. Non, mais, donc il n'y a aucune chance que l'Iran signe ces accords d'Abraham, mais l'Arabie Saoudite... Parce que là... Évidemment, pour Donald Trump, ce serait la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que la guerre a changé de ce point de vue-là, David Rigoulet-Rose? Ils étaient proches, effectivement, d'une signature. Sa déclaration maintenant est intéressant parce qu'effectivement, on n'y pense plus, mais dans l'esprit de Donald Trump... Alors, c'est son mantra, hein, les accords, la dynamique d'Abraham, de son premier mandat, mais on oublie que dans son premier mandat, il y avait aussi le Middle East Strategic Alliance, c'est-à-dire une alliance des puissances sémitiques, Israël et les pays arabes. Et à l'époque, c'était par rapport à l'Iran, justement. Donc, c'était l'idée d'organiser une structure régionale intégrée économiquement, mais aussi sur le mode sécuritaire, parce que dans les accords d'Abraham, il y a un volet sécuritaire.
Notamment, on le voit avec les Émirats. Ouais. Puisque les Émirats ont bénéficié de... Donc il y a l'idée chez Donald Trump, effectivement, d'essayer d'intégrer un vaste espace moyen-oriental. Alors, il rajoute l'Iran, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'actualité. En revanche... Mais chez les Saoudiens, parce que les Émirats l'ont déjà signé, on voit aujourd'hui que chacun joue un peu sa partition. Les Émirats arabes unis ont l'air d'être... Bahreïn a signé aussi. Bahreïn a signé, mais les Émirats ont l'air d'avoir une posture très différente de l'Arabie saoudite. Très proactive, oui. Et puis, à la fois pendant la guerre. Il y a des tensions très fortes. Donc, bon, difficile. Parce que le problème de l'Arabie saoudite, c'est que l'Arabie saoudite est un pôle majeur du monde arabe, sunnite. Et il est le pays des deux villes saintes. Donc, c'est très difficile pour le prince MBS. À titre personnel, il l'aurait déjà fait si c'était possible. Mais son père est très attaché à la cause palestinienne. Et il sait très bien que c'est quand même quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que Donald Trump pousse. Parce qu'il sait que s'il y avait l'Arabie saoudite, les autres suivraient. Mais il faudrait une reconnaissance de l'État palestinien en échange. C'était ça la condition de MBS. Oui, c'est ça. Et le roi avait conditionné justement à l'existence de deux États. Oui, mais alors, le roi saoudien. Je ne veux pas être méchant, mais vous avez vu ce qui s'est passé dans l'État palestinien. Mahmoud Abbas, qui prépare la succession pour son fils. On ne peut pas dire que l'État palestinien soit présentable. Ça c'est justement un des maillons les plus faibles aujourd'hui. C'est que face à Israël, à la logique de Netanyahou, comment défendre l'utopie de deux États lorsque vous voyez l'état politique de ce qu'est la Palestine aujourd'hui? Surtout que les accords, pour l'instant, on n'en est qu'à la phase 2, me semble-t-il, et encore la phase 2 n'a même pas été amorcée. Je suis d'accord avec vous, mais si ce n'est que l'Arabie saoudite compare à la différence des Émirats et de Bahreïn à une population, et que cette population est biberonnée aujourd'hui aux images qui viennent de Gaza et qui viennent de Cisjordanie. Et le roi fait attention à sa population. Enfin, le prince héritier, plutôt. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une déstabilisation globale, tout de même? On va plutôt vers plus de déstabilisation après cette guerre dans cette région, ou pas, David Rigoulet-Rose? Parce qu'on voit, par exemple, que le rêve de MBZ, le président, celui qu'on appelait le Metternich du Golfe... le Metternich du Golfe, ce serait plutôt... oui, MBZ. Oui, MBZ, c'est-à-dire celui qui préside... MBS, oui. Voilà, plutôt que MBS, celui qui préside donc les Émirats arabes unis, qui avait tout axé sur les technologies, les accords d'Abraham. On voit bien là qu'on a l'impression que cette espèce de rêve de conservatisme des pays du Golfe autour aussi de l'économie, ça vole en éclats. Ce qui a explosé au sens propre comme au sens figuré, c'est la fiction d'États insulaires, prospères, sécurisés et une oasis de prospérité et de sécurité. Ça a volé en éclats. Et donc, on ne reviendra pas en arrière. Donc, il y a un réajustement. Et pour paraphraser le titre de la revue que vous avez présentée, on est dans une phase de recomposition. Plus que décomposition. Oui, il faut commencer par une décomposition pour se recomposer. Mais incontestablement, c'est accéléré aujourd'hui. Et on le voit avec des positionnements très divergents. Vous évoquez effectivement les Émirats, qui se rapprochent de plus en plus d'Israël de manière explicite, publique quasiment. Et puis l'Arabie saoudite, on n'a pas souligné l'importance du lien avec le Pakistan, qui, pour protéger l'Arabie saoudite, a envoyé récemment 8000 hommes, une douzaine d'avions et des systèmes antimissiles. C'est-à-dire pour la protéger de qui? De l'Iran. Alors que le Pakistan négocie, est un intermédiaire, et qui est une puissance nucléaire. Donc recomposition qui va prendre un peu de temps, si je comprends bien, vu la complexité. Qui se fait quand même en profondeur. Sorouq Asmaï, qui aujourd'hui décide finalement en Iran? C'est une espèce de poignée de gardiens de la Révolution dure, on peut le décrire comme ça? Oui, il y a quelques semaines encore, ils avaient mis Ghalibaf un petit peu en isolement après la première ronde de négociations à Islamabad. Mais depuis 2-3 jours, apparemment, Ghalibaf a repris les rênes des négociations. Parce qu'au fait, il faut savoir que... Lui, c'est un des durs des gardiens de la Révolution. C'est un des durs, mais il est pragmatique, disons. Il est pragmatique. Lui, voilà. Lui et donc Araghchi qui mène au fait la négociation et qui dirige au fait cette énorme délégation de 60 personnes que vous évoquiez. Et puis il y a Vahidi, Zolrad et tous les gardiens de la Révolution qui ont aussi le pouvoir économique. Il ne faut pas penser que les gardiens de la Révolution n'ont rien à faire de l'économie. C'est eux qui détiennent au fait 60% de l'économie iranienne. Pragmatique, dur, moins religieux, parce que le fils, donc Khamenei, ils ont affirmé il y a 2 jours, me semble-t-il, qu'en fait, il allait plutôt bien
bien, qu'il n'avait pas été défiguré? Il allait pour plutôt bien, on l'a non, toujours pas entendu. mais il avait apparemment donné son accord pour que les négociations se fassent, mais il avait dit l'uranium enrichi doit rester en Iran. Pour l'instant, bon, mais personne... Comment ? Il aurait changé d'avis. Oui, voilà. Mais les négociations peuvent continuer. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, comme il y a Ghalibaf et Al-Archi qui sont allés donc à Doha pour la discussion sur ces avoirs, c'est très important. S'ils réussissent ce coup, je pense qu'ils pourront encore plus asseoir leur pouvoir, en voilà, fait. sur ces... Philippe Chalmin, un dernier mot sur les États-Unis, puisqu'on le disait, il y a ce grand week-end qui commence. Ils vont prendre tous leur voiture, les Américains. Le Memorial Day week-end, ça arrive cette semaine. 45 millions d'Américains qui partent pour le week-end. Quel impact pour vous sur les États-Unis de ce qui se passe aujourd'hui ? C'est vrai que le prix du pétrole a augmenté, le prix du gallon, on le voit tout de suite. Mais est-ce que, si la guerre, effectivement, s'il y a un cessez-le-feu, est-ce que ça pourrait repartir à la baisse très vite, ou est-ce qu'on est rentré quand même dans une période d'inflation importante qui va vraiment peser ? Ça va quand même prendre du temps. Ne croyez pas que même s'il y avait un accord demain, Hormuz est rouvert, le retour à la normale, entre guillemets, n'interviendrait probablement pas avant l'automne. Et il est très probable qu'un certain nombre de... Avant les élections, du coup, ou en même temps à peu près, alors, le prix de la gasoline aux États-Unis pourrait baisser un peu. Je dirais quand même que le mal est fait. Le mal est fait avec l'augmentation des taux d'intérêt. La chance de Trump, c'est que, par contre... Wall Street n'a absolument pas réagi et Trump, c'est vraiment le message qu'il écoute parce qu'on est en plein en train de se shooter à l'intelligence artificielle et donc on a ce paradoxe quand même d'avoir une crise énergétique majeure, une crise géopolitique majeure et d'avoir les bourses au plus haut. Alors ça, c'est un paradoxe. Le scénario catastrophe... Malgré le côté très erratique, quand même. Enfin, quand même, on est très très haut. Non, le scénario catastrophe, ce serait Hormuz continue à être bloqué, et pour une raison ou une autre, la bulle intelligence artificielle éclate. Alors là, on serait dans l'effroyable. Il y a un mot simplement sur lequel je voudrais revenir. Quand vous parliez finalement du côté artificiel de ces Émirats, etc., au fond, ce que nous vivons là, c'est une illustration de ce que nous racontons dans Cyclope depuis presque 40 ans. C'est une illustration de ce que j'appelle la malédiction du pétrole. Et la difficulté qu'il y a d'arriver à gérer de manière intelligente, rationnelle et modérée la rente du pétrole et du gaz. Il y a un pays qui a su le faire, c'est la Norvège. Force est de constater que ce soit l'Irak de Saddam, que ce soit l'Iran des mollahs, que ce soit même les Émiratis avec toute leur folie, MBS avec Neom, etc. Oui, ils en claquent de l'argent. Mais ils créent avec cela non pas du bonheur, mais du malheur. Pardonnez-moi, on n'a plus le temps, mais juste une nouvelle qui vient de nous parvenir, c'est que l'Iran vient de rouvrir l'accès à l'Internet. Voilà une bonne nouvelle pour les Iraniens, ça vient de tomber. Depuis ce matin, ils discutaient, et Pezeshkian en discutait, ouvrir l'accès à l'Internet international. Parce qu'au fait, il y avait une sorte d'Internet pro, interne, etc., au fait qu'il n'avait aucune incidence sur les affaires, etc. Parce qu'un pan de l'économie dépend exactement de l'Internet. Et il y a eu le blackout a généré beaucoup de chômage, beaucoup d'inflation. Et ça serait une bonne chose. Et aussi pour les communications, pour l'éducation. Vous savez qu'hier, il y a eu des manifestations de lycéens dans 5 grandes villes iraniennes, des lycéens qui sont convoqués en présentiel aux examens, alors qu'ils n'ont pas eu de cours et ils ne peuvent pas donc y aller. Et avec beaucoup de courage, ces jeunes de 14 à 18 ans se sont manifestés dans 5 grandes villes iraniennes. Voilà, réouverture donc de cet accès à Internet en Iran. Merci Soror Kasmaï, David Rigoleros, Patricia Lémonière, Philippe Chalmin. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un accord ou pas entre l'Iran et les États-Unis. On se retrouve demain.